Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée de Neuroplanète, donc une journée qui sera également riche en tables rondes avec toujours les meilleurs experts. Et donc pour démarrer cette journée, nous allons nous intéresser à la musique, quand la musique est bonne pour le cerveau, puisque les chercheurs confirment et expliquent donc aujourd'hui de mieux en mieux les super pouvoirs de la musique. Elle stimule la mémoire, elle booste l'humeur, elle régule nos émotions, elle facilite la coordination des mouvements, mais aussi l'apprentissage du langage et même celui des mathématiques. Nous allons également aborder les bienfaits du chant. Et donc, pour faire un tour d'horizon de cette symphonie neuronale, nous avons le grand plaisir d'accueillir Benjamin Morillon, Jérôme Palazzolo, Indiana Woolman, et les échanges vont être modérés par Gwendoline Dos Santos, rédactrice en chef santé au Point. Merci Hélène. Merci à tous d'être venus si nombreux un samedi matin. Je vois qu'il y a beaucoup d'amateurs de musique aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous présenter Indiana. Toi, tu es chercheuse spécialiste en neurosciences cognitives à la Cité de la Musique Philharmonie de Paris et tu pilotes depuis 2017 les aspects scientifiques des programmes d'éducation musicale. Jérôme Palazzolo, tu es psychiatre et psychothérapeute libéral à Nice, chercheur associé au LabCos. Alors le LabCos, c'est le laboratoire d'anthropologie et de psychologie clinique, cognitive et sociale. Vous avez retenu? À l'Université Côte d'Azur. Benjamin Morillon, alors toi tu es musicien, mais tu es aussi chercheur à l'INSERM, biologiste de formation, tu travailles aujourd'hui sur les neurosciences cognitives de l'audition à l'Institut des neurosciences des systèmes de l'Université d'Aix-Marseille. Et tu es directeur de l'équipe dynamique de la communication et des processus auditifs. Alors voilà, moi, je me suis levée ce matin. J'ai entendu le chant des mouettes. J'ai allumé la radio, il y avait un édito de mon boss, alors j'ai vite changé de station parce que c'était pas hyper symphonique. J'ai écouté la musique, j'ai pris ma douche, j'avais envie de chanter. Je suis arrivée dans l'ascenseur, il y avait de la musique. J'ai croisé des gens dans la rue qui écoutaient la musique en courant. En fait, la musique est vraiment partout. Elle est universelle, elle nous appartient à tous. Et ça tombe bien parce qu'elle nous fait du bien. C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Alors, la musique sur notre cerveau provoque une véritable symphonie neuronale. Voyons ce qu'il se passe quand on écoute la musique. Benjamin, c'est ce que tu étudies, ce qui se passe dans le cerveau lorsque nous entendons des paroles, de la musique. Alors moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il se passe la même chose dans mon cerveau lorsque j'écoute la chanson de Stevie Wonder, Master Blaster? Quelles sont les zones, ou si je t'écoute parler, quelles sont les zones du cerveau qui sont stimulées lorsque j'écoute de la musique, lorsqu'on écoute tous de la musique? Qu'est-ce qui se passe, Benjamin? Alors, je pense que tout le cerveau est activé quand on écoute de la musique. Moi, j'aime bien dire que la musique, c'est un moyen de communication aussi important que le langage. Notre société est régie par le langage, c'est comme ça qu'on interagit, qu'on discute. Mais je pense que la musique, c'est aussi important pour d'autres raisons. Ce qui est intéressant, on disait souvent à l'époque, le langage, c'est dans l'hémisphère gauche, la musique, c'est dans l'hémisphère droit. Donc c'est très simpliste. C'est pas complètement faux, mais en fait, dans la musique, il y a plein d'aspects. Il y a par exemple les aspects rythmiques, dont on pourra parler aussi tout à l'heure, donc l'aspect temporel, le tempo, le rythme, est-ce que c'est chaloupé, est-ce que ça fait danser, etc. Et il y a les aspects mélodiques et harmoniques, avec le timbre des différents instruments. Et donc c'est ça c'est des aspects spectraux. Et les aspects temporels de la musique et spectraux ne sont pas traités par les mêmes régions cérébrales. Alors, qu'est-ce que c'est les aspects spectraux? Les aspects spectraux, c'est l'harmonique, grave, aigu, les chœurs, les différents instruments, etc. Alors que les aspects temporels, c'est le rythme, les choses qui découlent dans le temps. Et donc forcément, vu que c'est deux informations complémentaires, elles ne sont pas traitées par les mêmes neurones, et les aspects temporels sont plutôt traités par le cortex auditif gauche, un peu plus. Il est un peu meilleur pour faire ça, les deux savent le faire, mais le cortex auditif gauche est un peu plus optimisé pour traiter l'aspect temporel, et le cortex auditif droit est un peu plus optimisé pour traiter les aspects spectraux. Voilà. Alors, on a compris, les deux hémisphères jouent un rôle très important. Benjamin nous a concocté un petit jeu où il nous a enlevé les aspects spectraux
Alors, je vais vous demander de lever la main lorsque vous reconnaissez une mélodie. C'est des morceaux que vous connaissez tous. Benjamin a enlevé les aspects spectraux et on va voir si vous arrivez donc à les reconnaître. Alors s'il vous plaît, c'est un jeu, de hein. rapidité. On Le participe, premier qui hein. devine lève la main. Et on s'arrête quand tout le monde a deviné. Benjamin, je sais pas. Hein. Il n'y a personne qui a deviné Voilà. et on a déjà la réponse. Donc, maintenant, vous avez entendu. Donc c'était Stevie Wonder. Mais On pouvait pas pour au les début droits du d'auteur. morceau, on entendait bien les aspects temporels de la musique. Tin, 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 tin. Mais personne n'était capable de reconnaître ce que c'était parce que on reconnaît principalement une musique sur ses mélodies. Voilà. Un autre exemple peut-être. On fait un autre exemple. Écoutez bien. Donc là aussi, vous entendez bien le rythme de la musique. Mais est-ce que vous reconnaissez? Personne n'a reconnu. Macarena, j'entends, mais je suis pas certaine. Ah, on Est-ce a- la Macarena? Non. Est-ce Non. qu'on a la fin de la musique, s'il vous plaît, maintenant, la solution? Ah, là, On on recommence. entend. Deuxième chance. Alors, est-ce la Macarena? Ça pourrait. Ça pourrait. Voilà. Alors, l'aspect spectral, il est entendu par notre cerveau, qu'on retienne un peu. En fait, les deux hémisphères traitent l'aspect spectral, mais supposons quand la tâche est complexe. Par exemple, vous écoutez de la musique avec des paroles. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un signal extrêmement compliqué à comprendre. Il faut écouter les paroles, les différents instruments, les harmonies, etc. Là, on tend à avoir une asymétrie hémisphérique avec l'hémisphère gauche qui va plutôt s'optimiser pour traiter les aspects temporels, donc le rythme, la parole, etc. Et l'hémisphère droit pour traiter plus les aspects spectraux, reconnaître les différents instruments, quelle est la mélodie, etc. Mais c'est des tendances, les deux hémisphères font la même chose, mais chacun est un peu optimisé dans des choses différentes. C'est des petites variations. Alors Benjamin, on va rajouter une dimension parce que nous, on a l'impression que c'est toutes les aires auditives qui se mettent en marche quand on écoute de la musique. Et en réalité, il y a un rôle gigantesque du système moteur dans la perception des sons. Et par exemple, moi, je peux me retrouver dans mon canapé à rien faire. Je ne bouge pas. J'ai hyper envie de danser. Il y a des musiques qui donnent comme ça, hyper envie de danser. Et c'est quelque chose que vous avez étudié, Benjamin. C'est votre dernière étude avec le groove. Et vous vous êtes amusé à voir à quel point la perception du temps était importante pour nous donner envie de danser. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ? Alors oui, donc là on a fait un petit jeu sur les aspects spectraux, mais la musique il y a l'aspect temporel, le rythme. Donc on a vu que c'était pas suffisant de reconnaître le rythme de la musique pour deviner quelle est la musique, mais le rythme c'est quand même très important aussi, notamment parce que c'est les bonnes musiques qui donnent envie de danser, qui groove, on a envie de se déhancher spontanément. Il y a plein de raisons pour ça. Il y a des raisons personnelles, si on aime bien la musique, le type de mélodie, mais le critère principal c'est le rythme de la musique. Il faut qu'il soit un peu syncopé. Donc il faut qu'il y ait un peu des contretemps, que ce soit un peu compliqué, mais pas trop. Et la question, c'est comment ça se fait qu'une musique qui a un rythme un peu compliqué va naturellement activer notre système moteur et nous donner envie de bouger. C'est quand même bizarre. Si vous y pensez, pourquoi les humains, ils perçoivent des sons, donc c'est des vibrations, hein, ça arrive par leur oreille, et ils se remuent. Hein, quand on y pense, on est tous un peu fous en fait. Est-ce que tu es bien sûr, Benjamin, qui se remue ? Tu veux pas qu'on fasse encore un petit test ? Alors on peut faire un petit jeu, oui. Ouais, je vois. Vous êtes bien assis ? Ouais. Alors levez-vous. Bon, vous aussi d'ailleurs. Hein. Mais absolument. Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. On commence par le lot. Alors, nous, on va surtout les observer, on va bien regarder. On va passer des morceaux de musique. On va en passer 3. Et puis à la fin, vous nous direz lequel vous a le plus donné envie de danser. Alors nous, on observe, on y va. Alors attention, c'est des musiques qu'on a fait pour une expérience, ce sont des musiques de laboratoire, donc c'est pas la meilleure musique que vous aurez entendue au monde, parce qu'on a tout contrôlé, Et puis c'est Benjamin qui l'a faite. Hein, donc, mais
sur les 3, il y en a une qui doit vous donner plus envie de danser, et puis vous nous direz ce que c'est. Moi, j'avais un tout petit peu envie de danser quand même. C'était un peu répétitif, quoi. Ah, ouais, ça bouge là. Ça bouge. Mettez, croisez les bras, madame, lâchez-vous. Ah, si, ça marche là aussi. Mais ça marchait! On va en faire une troisième. Là, ça commence à être un peu le bazar. Là, ça rigole, plus que ça ne danse. C'est toi qui as fait cette musique, Benjamin ? Avec mon collègue Daniel Eschen. Tu vas faire un carton sur Spotify. Exactement. Bon, alors, on a bien vu. Alors, quel est le morceau, évidemment, qui vous a fait le plus danser ? Le 1, le 2, le 3 ? Le 2. Benjamin. Majoritairement. Pourquoi ? Alors, donc, on a fait des musiques qui sont très simples, très ennuyeuses, et on a varié juste ce qu'on appelle le taux de syncope. Donc, c'est à quel point la batterie a fait toujours la même chose, elle tape le temps, très régulièrement, tchac, 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 tchac. Et quand il n'y a pas de syncope, la basse joue toujours avec la batterie. Donc, elle joue très périodiquement, 2 notes par seconde, donc c'est un tempo de 2 Hz, qui est le tempo naturel des musiques. Et on peut augmenter le taux de syncope, c'est-à-dire on va faire en sorte que la basse joue de moins en moins avec la batterie et qu'elle ait plus son rythme à elle et qu'elle fasse des variations de rythme, qu'elle joue pas de manière régulière, mais qu'elle fasse des contretemps, qu'elle joue des croches, etc. Et donc on augmente le taux de syncope de 0 à maximum et on voit que les gens ont envie de danser quand le taux de syncope il est ni trop faible ni trop fort, intermédiaire. Et la question c'est pourquoi en faisant varier le rythme d'une musique, ça déclenche plus ou moins l'activité du système moteur et l'envie de bouger. C'est en fait la raison, elle est très intéressante, c'est que comment vous percevez le temps ? Comment vous arrivez à dire il s'est passé 1 seconde entre mes 2 claquements de doigts ? On a nos oreilles pour écouter, nos yeux pour voir, mais comment on perçoit le temps ? En fait, on perçoit le temps avec les régions du cerveau qu'on appelle le système moteur, mais qu'on devrait appeler aussi le système temporel. Et les rythmes, par définition, c'est du temps. Et donc on essaye d'estimer les durées entre 2 notes. Et quand c'est un peu compliqué, ça chatouille un peu notre système moteur qui perçoit les durées, et on danse. Donc le challenge, quand il est trop dur, on n'y arrive pas. Et voilà, les musiques très syncopées, on est perdu, on n'arrive pas du tout à se faire une idée, une représentation de ce qui est en train de se passer, c'est trop compliqué. Et si c'est trop simple, comme la première musique, c'est tellement trivial qu'il n'y a pas de complexité, il n'y a pas beaucoup d'activation dans votre système moteur. Donc maintenant que vous avez découvert les tempos parfaits et les accords parfaits, j'ai envie de dire, il faudrait prendre tous les DJ de la planète et qui viennent chez toi, Benjamin, pour chauffer tous les dance floors du monde. Je pense que les DJ, les musiciens savent bien mieux que les chercheurs faire danser le public, empiriquement. Nous, on essaye de comprendre pourquoi ça marche. Et puis aussi, il y a d'autres aspects, c'est que là, on a parlé d'aspects objectifs qui marchent pour tout le monde, mais la musique est bien évidemment complètement subjective. Et notamment, on n'a pas parlé d'émotion, là, et qui est quelque chose qu'on va aborder. Ouais. Alors, tout ça, c'est de la recherche fondamentale. Vous êtes chercheurs tous les deux, très recherche fondamentale. Benjamin, à quoi ça sert, tes recherches ? Moi, j'aime bien que la recherche ne serve à rien. Eh ben voilà. La curiosité. Eh ben voilà, c'est dit. N'empêche que, sans que tu le veuilles, ça sert quand même à quelque chose. Alors, toutes ces découvertes sur le cerveau et sur la musique, qu'est-ce que ça peut permettre ? Je vous laisse d'ailleurs répondre. On a parlé d'enfants dyslexiques, on a parlé d'enfants implantés cochléaires, on a parlé de plein de choses. Est-ce que tu veux, Benjamin, nous dire, même si on sait que c'est pas ton problème, à quoi ça sert ? Brièvement, alors en fait ce qui est intéressant, il y a un lien très fort entre le son et le mouvement, comme on a un peu discuté ici avec le groove. Donc des personnes qui ont des problèmes de mouvement, typiquement d'initiation du mouvement, comme dans la maladie de Parkinson, leur faire écouter des sons très rythmiques, justement comme la première musique qu'on a écoutée, là, très,
en fait, ça leur permet de se caler sur un rythme qui est le rythme naturel de la marche aussi, 2 Hertz, 2 pas par seconde. Et donc ça aide les gens d'avoir c'est une stimulation auditive, donc c'est très simple, c'est pas invasif. Donc le premier morceau pourrait tout à fait servir de manière Voilà. thérapeutique. Donc le son peut soutenir le mouvement, et dans l'autre sens, les gens qui ont des problèmes auditifs, typiquement des gens qui ont des implants cochléaires, qui ont des problèmes d'écoute, l'aspect spectral, quand on a un implant cochléaire, il n'est pas très bon. C'est très difficile de séparer les timbres des instruments. Et du coup, le fait de jouer d'un instrument, ça nous aide à mieux faire attention sur la partie temporelle, donc l'autre partie du son qui est complètement préservée chez les gens qui ont des implants cochléaires, et donc ça les aide à mieux percevoir la parole, par exemple. Donc pratiquer un instrument de musique peut permettre de mieux entendre, et écouter de la musique peut permettre de mieux bouger, en quelque sorte. Jérôme, avant de continuer sur les aspects thérapeutiques de la musique, etc., on a quand même envie de savoir qu'est-ce qui se passe biologiquement dans notre organisme quand il y a de la musique et qui nous fait tant de bien. Alors, beaucoup de choses se passent, hein. Comme on l'a dit, effectivement, l'ensemble du cerveau est impliqué. En fait, il y a une zone dans le cerveau qui s'appelle le système limbique. Le système limbique, très schématiquement, va impliquer tout ce qui est émotion, tout ce qui est mémoire et tout ce qui est préparation à l'action. Donc finalement, on voit qu'une musique qui plaît, qui fait du bien, alors certes, il y a tous les éléments avec le rythme, etc., mais il y a aussi toute une notion émotionnelle. C'est-à-dire que globalement, si je vous fais écouter une musique qui évoque quelque chose, par exemple, tu as rencontré l'homme de ta vie sur une musique spécifique. Lequel ? Un qui a compté pour toi. Dans ce cadre-là, eh bien, cette musique va déclencher chez toi des émotions. Mais que ce soit une musique douce, que ce soit de la techno, que ce soit du hard rock. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas associer cette musique à quelque chose que tu as vécu, à une émotion positive. J'avoue qu'il peut m'arriver de pleurer sur certaines musiques. Pas parce que la musique est extraordinaire, mais parce que ça va me rappeler un souvenir agréable ou désagréable dans ce contexte. Donc déjà, on voit qu'il y a un aspect structurel du cerveau qui est impliqué. Et puis, il y a également un aspect biologique, c'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe au niveau du cerveau, eh ben on s'aperçoit que lorsqu'on écoute une musique qui nous plaît, qui nous parle, eh ben il y a un véritable feu d'artifice au niveau des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des messagers qui sont dans le cerveau, et on s'aperçoit que certains neurotransmetteurs qui sont bons pour notre santé mentale sont impliqués. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple une décharge de sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans le moral, qui est impliqué dans l'anxiété. On va avoir une décharge de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans le plaisir. On va fabriquer des endorphines. Les endorphines, ce sont des molécules qui nous font nous sentir bien. Donc finalement, on s'aperçoit que tout ça, c'est bon pour le cerveau et c'est bon pour la santé. Et tu le disais à l'instant, la musique peut être utilisée dans certaines thérapies dans ce cadre-là. Ben oui, mais en plus, tous les neurotransmetteurs que tu viens de citer, si je ne m'abuse, ce sont aussi les neurotransmetteurs impliqués dans la dépression, par exemple. Et on sait que il y a des études qui le montrent, que la musique améliore le sommeil dans la dépression. Tu veux nous dire un mot là-dessus ? Alors complètement, pas que le sommeil, ça va améliorer l'ensemble des symptômes. C'est-à-dire que dans la dépression, il faut savoir que dans à peu près 80% des cas, on a une association avec des troubles du sommeil. Donc souvent, ces troubles du sommeil sont liés à l'aspect dépressif et puis à un aspect anxieux également. Donc dans ce cadre, à partir du moment où on écoute une musique qui nous apaise dans ce cadre-là, on peut très bien avoir un sommeil qui s'améliore, ou alors dans d'autres moments, on va écouter une musique qui nous stimule, et on sait que dans la dépression, il y a un ralentissement, il y a une perte de l'élan vital, et là encore, tous autant on connaît, sans être dépressif, on sait très bien que quand on écoute une musique qui nous plaît, qui pulse un peu, on a plus d'énergie, on a plus de dynamique, et je connais plein de sportifs de haut niveau qui, avant leur compétition, écoutent de la musique plutôt forte, plutôt hard, plutôt endiablée. Et effectivement, ça donne aussi une tonalité à nos émotions et à notre comportement. Alors, il n'y a pas que sur la dépression qu'il y a une action de la musique, il y a aussi sur les démences, notamment les démences liées à Alzheimer. Il a été montré dans plusieurs études maintenant que le fait de faire écouter des musiques
les musiques préférées des malades, améliorer leur quotidien, améliorer leur calme, leur bien-être. Comment ça marche ? Alors exactement. Alors il y a certainement un lien justement avec la mémoire, c'est-à-dire que dans la maladie d'Alzheimer, par définition, la mémoire est touchée, mais il y a des choses très profondes qui sont encore présentes. Je vais te raconter une anecdote. Un jour, donc, j'ai un patient que je vois en consultation qui était dépressif. Patient âgé, et il était dépressif justement parce qu'en fait il était aidant de sa femme qui avait une maladie d'Alzheimer avancée. Elle n'en était même plus au dialogue, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à discuter ni quoi que ce soit. Et un jour il devait venir à la consultation et il amenait sa femme parce que il pouvait pas la laisser seule parce que sinon elle sortait, elle se perdait, etc. Et donc ils étaient dans ma salle d'attente, et dans ma salle d'attente des fois je mets un peu de musique pour faire passer le temps, etc. Et quand je suis arrivé dans la salle d'attente pour aller chercher mon patient, le couple était en train de danser. Et je me suis assis un moment, je les ai regardés un moment, ils m'ont pas vu. Et ils étaient bien, tous les deux, lui dépressif qu'il était, elle qui souffrait d'Alzheimer, et un simple morceau de musique leur a permis de se mettre hors du temps. Alors ça peut faire bizarre d'aller danser dans la salle d'attente du psychiatre, mais pourquoi pas ? Et justement, on a abordé les choses, et quand j'ai demandé au patient, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit on était bien, tout simplement. Bon, alors ce soir, rendez-vous dans ta salle d'attente, 22h30, tout le monde. Et alors, moi, il y a une vidéo qui m'avait beaucoup touchée il y a quelque temps, qui a fait le tour du monde, peut-être que vous l'avez tous vue, mais qui montre bien le rapport entre la musique et la mémoire. Et on va voir une courte vidéo dans laquelle une ballerine espagnole très âgée rejoue la chorégraphie du Lac des Cygnes qu'elle avait appris quelques décennies plus tôt. Est-ce qu'on peut lancer peut-être cette vidéo ? Alors nous, on n'a pas le droit. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, Jérôme ? Ce qui se passe, c'est que ça développe des structures qui sont très profondes, qui ne passent même pas par la cognition spécifique, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la mémoire à long terme, ça va renvoyer à des souvenirs, mais à la rigueur, souvenirs auxquels la patiente n'a même pas accès. C'est-à-dire que ça nous arrive tout le temps. Il y a un moment donné où vous allez écouter une musique, vous allez vous sentir bien, et vous ne saurez même pas pourquoi. Et en fait, si on allait analyser, etc., on s'apercevrait que, effectivement, cette musique, vous l'avez entendue dans une période où vous étiez bien, ça vous renvoie à quelque chose de spécifique, etc. Mais vous n'êtes pas dans le raisonnement cognitif de dire, tiens, je fais ça, je fais ça. Là, on voit que les mouvements sont très ancrés. Et je crois qu'elle avait 92 ou 98 ans, je ne sais plus quel âge. Elle est meilleure que moi en danse, Donc, ce que je veux dire, c'est que... Je l'ai vu danser hier soir, je confirme. Voilà. Et donc, ce sont des éléments qui, effectivement, en passent par des structures très profondes, très ancrées, quasi réflexes. Et quelque part, si on regardait ce qui se passe à ce moment-là dans son cerveau, à cette dame, même si elle n'a pas accès à des zones cognitives bien spécifiques, on verrait certainement le feu d'artifice de neurotransmetteurs que j'évoquais tout à l'heure. Et la zone motrice qui s'allume de partout. Complètement. Bon, on a assez laissé parler les garçons. Indiana, à nous. Alors là, on a vu ce qui se passait quand on écoutait de la musique. On a vu qu'elle pouvait être l'apport thérapeutique de l'écoute de la musique. Maintenant, Indiana, on va se tourner vers toi, parce que tu es responsable, je le répète, des projets de recherche qui accompagnent les projets éducatifs de la Philharmonie, qui est le plus gros département d'éducation dans une institution culturelle en France. Et ce qui t'intéresse particulièrement, c'est de savoir quel est l'impact de l'apprentissage, de la pratique d'un instrument. Donc, tu décortiques le lien entre le geste et le son qu'il produit. Et pour ça, Indiana, dans une autre vie, t'as pas hésité une seconde à mettre des apprentis violoncellistes qui partaient de zéro, il me semble, dans des scanners. Alors, déjà, moi, je me demande comment tu fais rentrer un violoncelle dans un scanner et comment on joue couché. Pourquoi fais-tu des choses pareilles, Indiana ?
Alors, en effet, cette étude, elle a été conduite à l'université McGill. Avec des participants qui se sont prêtés au jeu de l'apprentissage de violoncelle pendant 1 mois, de jeunes adultes non musiciens. L'idée de cette étude, c'était de comprendre comment la façon dont le cerveau répond lorsqu'on apprend à jouer d'un instrument. Et c'est quelque chose qui a pu être assez peu regardé au sein même de l'IRM, parce que placer un instrument et le jouer au sein même d'une machine IRM que vous connaissez peut-être, un endroit très confiné, c'est une prouesse. Et nos collègues de l'université McGill du département d'ingénierie avaient développé un violoncelle IRM compatible qui se résume en fait à un manche de violoncelle qui respecte les dimensions d'un manche de violoncelle. Il n'a évidemment pas de corps parce que s'il y avait un corps, ça ne rentrerait pas dans l'espace confiné du violoncelle. Et ils avaient développé un petit archet miniature donc, qui permettait de jouer sur les cordes du violoncelle. Évidemment, dans l'IRM, pas de métal, donc c'est un violoncelle avec des cordes en boyau, ce qui se retrouve aussi sur des instruments anciens, et un système optique de transmission de l'information acoustique, enfin, du son qui est produit directement au casque des participants dans le scanner. Alors, qu'est-ce qu'on a observé avec ces apprenants, ces apprentis? Alors, un résultat qu'on peut mentionner ici, parce que ça fait un peu le lien avec ce que j'ai entendu tout à l'heure de Benjamin, c'est en gros, avec ce type d'approche étude longitudinale où on regarde ce qui se passe, ce qui se passe dans le cerveau et ce qui est développé au cours de l'apprentissage de l'instrument, donc avec des scans à différents moments de l'apprentissage, avant apprentissage, après 1 semaine d'apprentissage et après 1 mois d'apprentissage, on peut regarder ce qu'on appelle un phénomène de plasticité cérébrale, c'est-à-dire ce qui change la réorganisation des réseaux et des connexions au sein des réseaux mobilisés avec la pratique d'un instrument. Et la première chose qu'on observe, et ça chez tous les participants, indépendamment de leur niveau de performance, puisqu'ensuite il s'agit bien de ça, il y a des différences interindividuelles de performance dans la pratique, mais ça je l'apprends à personne. Ce qui se passe chez tout le monde par contre, c'est qu'au bout d'1 semaine déjà d'apprentissage, on constate dans le cerveau qu'à l'écoute passive des morceaux qu'ils ont appris à jouer, enfin qu'ils sont en train de commencer à apprendre à jouer, il y a l'activation de certaines régions du cerveau qui sont impliquées dans un réseau connu de l'intégration sensorimotrice et du contrôle moteur, qui implique donc on entend une information, on est en écoute passive dans le scanner, on entend un extrait de violoncelle qu'on est en train d'apprendre à jouer, mais c'est une écoute passive. Et là, on voit un réseau s'activer qui implique les régions pariétales, une partie des régions pariétales qui sont impliquées dans la transformation de l'information acoustique en représentation spatiale et motrice, et des aires du réseau, des aires prémotrices de préparation au mouvement. Donc la simple écoute, lorsqu'on commence à devenir, pas expert, mais lorsqu'on commence à pratiquer d'un instrument, fait qu'on engage le système moteur dans l'écoute, ce qui veut dire qu'on a une spécialisation qui s'installe, et c'est ce qu'on appelle la mise en évidence de ce réseau qui est recruté au moment même de l'écoute, qui était différent avant apprentissage, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Alors justement, grâce à cette plasticité cérébrale et la pratique d'un instrument, qu'est-ce que ça peut apprendre la musique chez les enfants? On commence par quel instrument? On commence par la guitare, le piano, le chant, tout seul, en groupe. D'abord, qu'est-ce qui se passe du point de vue individuel? Alors, très difficile de s'engager sur le choix de l'instrument. Je pense que tout type de pratique est bon. Le chant, et je vous le recommande, c'est quand même très simple de s'engager dans le chant. Oui, vous allez tous chanter tout le dans monde peut quelques se mettre minutes. à chanter. Ce qu'on voit au moment de la pratique, que ce soit du chant ou d'un instrument distinct de notre corps, c'est bien qu'au moment de la pratique, il y a une mobilisation d'un nombre très important de ressources cognitives, motrices, émotionnelles
et relationnel, surtout quand on joue en groupe. Et c'est pour tous ces aspects qu'il est bon de se mettre à pratiquer la musique. Parce que dans une même unité de temps, on pourrait dire, et c'est pour ça que certains de nos collègues parlent de symphonie neuronale, c'est que dans une même unité de temps, il y a mobilisation de tous ces types de compétences pour parvenir à un jeu engageant. Alors là, on a parlé de la pratique chez les enfants, mais est-ce que c'est bénéfique de la même manière chez les seniors? Est-ce que ça a du sens de commencer à apprendre le piano à 65 ans, de commencer à chanter à 82 ans? Est-ce que ça a du sens? Alors je dirais qu'évidemment, il n'y a pas d'âge pour commencer à pratiquer la musique. Le phénomène de plasticité cérébrale que j'évoquais tout à l'heure s'applique à tout âge de la vie. Évidemment, on fabrique des neurones jusqu'au bout de la vie. Oui, mais évidemment, il est crucial dans la phase de développement de l'enfant. Mais il y a des phénomènes de plasticité à tout âge, donc on encourage tout le monde à se mettre à jouer d'un instrument. On voit par exemple que pour des seniors, la pratique de la musique a entraîné une meilleure perception des sons dans le bruit. Donc c'est un avantage en fait de pouvoir continuer à écouter la parole dans le bruit, et entraîne aussi une meilleure mémoire de travail pour ceux qui ont pratiqué la musique. Et la mémoire de travail, c'est ce qui permet de stocker en mémoire une séquence d'informations et de pouvoir la manipuler mentalement avant de la réutiliser. Donc c'est très important, ça fait partie des fonctions exécutives très importantes, et la mémoire agit sur ces fonctions. Alors, Indiana, on l'a vu, la musique mobilise tout un tas de ressources cognitives utiles à la vie de tous les jours, intégration sociale, même l'empathie, ça améliore le QI, etc. etc. Pour les enfants, les citoyens de demain, faudrait-il plus de musique à l'école ? Ne pas perdre cette tradition des chants de la kermesse de fin d'année. Est-ce qu'il faudrait plus de musique à l'école, Indiana ? Alors, pour faire simple, oui. On l'a vu, tous les travaux qu'on a depuis des décennies sur la pratique de la musique montrent les bénéfices à différents niveaux sur le développement de compétences, on l'a dit, cognitives, émotionnelles et relationnelles, qui sont à la base de beaucoup de choses dans notre comportement, dans la vie quotidienne. Et donc on peut dire que le phénomène musical, alors on peut l'approcher par là. Pratiquer la musique, ça développe avant tout donc des fonctions exécutives, et les fonctions exécutives, elles sont à la base de toutes nos actions dans la vie quotidienne. Donc apprendre un instrument de musique, c'est apprendre à apprendre. Donc c'est bon pour les apprentissages de façon générale. En fait, ce qui est développé, la mémoire de travail, l'attention, la flexibilité cognitive, l'inhibition, sont des fonctions exécutives qui sont clairement requises pour jouer d'un instrument de musique et en groupe, mais qui sont aussi à la base de beaucoup de choses qu'on fait dans la vie. Donc oui, je pense qu'il est bon d'intégrer la musique dans les programmes des apprentissages fondamentaux. Est-ce que tu veux bien nous dire un petit mot sur le projet Demos à la Philharmonie de Paris, pour conclure un peu cette table ronde, parce qu'il va falloir qu'on laisse la parole au public. Alors, le projet Demos de la Philharmonie de Paris est un projet d'apprentissage de la musique en orchestre. C'est un projet de démocratisation de la musique classique qui s'adresse à des enfants de 7 à 12 ans qui résident dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans des zones rurales, insuffisamment dotés en infrastructures pour l'apprentissage de la musique. Et le projet Demos, au même titre que la plupart des projets portés par la Philharmonie, projets éducatifs, repose sur des partis pris pédagogiques qui sont la pratique, enfin l'entrée en musique directement par la pratique. Donc c'est un projet dans lequel on entre non pas par le formalisme de la musique, mais l'entrée en musique se fait tout de suite avec un instrument dans les mains. On a la même chose pour le chant. Et par la pratique en groupe. Et donc ça se démarque de l'enseignement traditionnel avec le face-à-face pédagogique qu'on a eu, qui change, mais qu'on a généralement en tête quand on pense à l'apprentissage d'un instrument de musique. La pratique directement en collectif semble pour nous une très bonne façon de
d'entrer dans la musique et de bien réaliser que la pratique de la musique en groupe, c'est trouver sa place au sein d'un collectif, le collectif instrumental en premier lieu, mais trouver sa place dans la société, trouver sa place dans le monde, être conscient de sa différence et de sa singularité d'être au monde, mais faire en sorte, avec le collectif, de réussir à entrer en harmonie, dans une harmonie, pour faire, dans un but commun, pour produire l'œuvre tous ensemble. Donc il me semble important de développer ce type de programme en pratique collective. Et si je peux conclure alors en citant le philosophe Souleymane Bachir Diagne, qui est le parrain du projet Demos, il le dit très bien, le sens même de la pratique musicale en groupe, c'est avoir à la fois l'orgueil d'être différent et le bonheur d'être ensemble. Et je pense que c'est vraiment ça qui se joue quand on est ensemble. Le bonheur d'être ensemble. C'est une très belle conclusion. C'est vrai que Provisoire. c'est vrai que c'est pas mal d'être ensemble quand même. Hein. Absolument. Merci beaucoup. On va bien sûr prendre quelques questions. Donc j'en ai une là-haut, non? Il me semblait. Ah, voilà, juste devant moi, s'il vous plaît. Et encore bravo vraiment pour vos Il y a un micro très qui riches vous- contributions. On vous écoute, madame. Question, je pense, pour le chercheur. Sur la grossesse, l'influence qu'il peut avoir l'écoute d'une maman pendant sa grossesse à son propre enfant. Parce que moi, j'ai remarqué dans mon expérience personnelle, quand j'étais enceinte, j'écoutais beaucoup, par exemple, U2. Et mon fils, depuis, il écoute énormément les U2 ou certains morceaux de musique classique comme ça. Et je voulais savoir laquelle, jusqu'à où, en fait, l'importance pendant la grossesse, la musique elle peut être influençable. En fait. Merci pour cette question. Alors, Benjamin, qui veut répondre? Benjamin ou Jérôme ou Indiana. Moi, je peux donner un début de réponse. Peut-être je suis pas le plus pertinent. C'est connu. En fait, le son, les fœtus, ils perçoivent le son. Donc, c'est des vibrations qui passent. Et donc, ça permet de créer une interaction, en fait, pendant la grossesse, d'écouter de la musique ou même de chanter soi. Et donc, c'est le premier moyen d'interagir avec l'enfant à naître. Donc, en effet, de toute façon, c'est le seul moyen, donc il faut l'utiliser. Oui, et puis deuxième chose, c'est important aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, d'écouter des musiques qui vous plaisent à vous. Parce que vous, quand vous écoutez quelque chose qui vous plaît, vous fabriquez de la sérotonine, et bébé à l'intérieur, il se prend des décharges de sérotonine. Donc il y a aussi cet aspect. Feu d'artifice. Exact. Formidable. Nous avons une deuxième question, madame, on vous écoute. Oui, bonjour. Je voudrais savoir le lien entre le volume et le plaisir. Bonne sur question. certaines musiques, moi j'ai besoin d'écouter très fort, et sur d'autres beaucoup moins, et j'ai l'impression que ça influence sur mon plaisir. Et c'est peut-être pas terrible d'écouter trop fort non plus. Enfin, je vous laisse la réponse. Alors c'est une bonne question. Donc en effet, il ne faut pas se rendre sourd. Le problème de l'oreille, c'est que les cellules ciliées qui permettent d'entendre les différentes fréquences graves aiguës ne repoussent pas. Donc si on écoute un son trop fort, par exemple on est derrière un avion qui démarre, on devient sourd et puis c'est fini. C'est une question assez compliquée. Pourquoi certaines musiques on veut les écouter plus fort et d'autres non? C'est en effet un aspect important dont j'ai pas parlé, parce que c'est la troisième dimension du son. Il y a l'aspect temporel, les fréquences graves aiguës, et puis le volume, fort, pas fort. Voilà. Mais j'en sais rien. Et voilà. Alors, nous allons passer de ce côté. Madame, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais savoir quelle est l'implication. Pardon, j'aimerais savoir quelle est l'implication du cerveau chez la personne qui a l'oreille absolue. Oula, question très précise. Est-ce qu'il y a une réponse? Benjamin. Ils n'ont jamais Il étudié y a la des musique. musiciens qui ont l'oreille absolue et qui Oui. ils entendent une partition, ils la répètent
immédiatement, sans même... Alors, j'ai une collègue chercheuse et pianiste, Sylvie Nozaradan, qui étudie la musique. Donc, elle aime bien dire, je ne sais pas si l'oreille absolue ça existe, mais moi je l'ai. Donc, mais c'est un sujet de recherche qui n'est pas très étudié. Comment ça En fait, forcément, les fréquences graves aiguës sont encodées en dur. Pour la plupart des humains, on a l'oreille relative, c'est-à-dire on sait dire si une note est plus aiguë qu'une autre, mais on ne sait pas dire quel est le nom de la note, fa dièse. Et je pense que c'est les gens qui écoutent beaucoup de musique et qui pratiquent un instrument très très tôt, notamment peut-être un piano où le lien est explicite entre le son qu'on joue et la note, vont avoir ça. Après, finalement, l'utilité de l'oreille absolue, c'est pas indispensable pour jouer de la musique. Merci. Une question là-haut ? On vous écoute. Bonjour. J'aurais simplement voulu savoir qu'est-ce qu'il se passe quand on rentre en transe. Alors ça, on peut en parler juste après. Ouais. Très bien. On va en parler juste Parce que- après avec Fabrice Bartholomé, qui fait partie de ton groupe, Benjamin. Bougez pas, Donc après il y a de la surtout, musique. restez avec nous. On passe là-haut. Madame, on vous écoute. Bonjour, j'aimerais savoir comment ou pourquoi on peut se réveiller le matin avec une chanson dans la tête sortie de nulle part, je dirais, et que cette chanson devienne obsessionnelle toute la journée sans qu'on puisse rien y faire. Que s'est-il passé Ça dans le nous cerveau arrive à pendant tous, la nuit? Jérôme. je pense. Jérôme. Alors ça nous arrive à tous. Alors parfois ça peut même être pathologique, hein, c'est-à-dire que ça peut être des tocs, il faut le savoir. Il y a des personnes qui effectivement ont des rituels de répétition comme ça régulièrement. Mais je vous rassure tout de suite, c'est pas que des tocs, parce que ça m'arrive régulièrement d'avoir une chanson dans la tête qui revient. Alors plusieurs choses, déjà ça peut être un air qu'on a entendu, qu'on connaît, ou qu'on a rêvé. Le matin quand on se réveille et puis on a cet air dans la tête, et ça fait plus penser à ce qu'on appelle des pensées intrusives, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir ce type de pensée que d'avoir des pensées négatives qui vont revenir systématiquement, parce que ces pensées intrusives, on en a tous, c'est tout à fait normal. On a souvent quelque chose qui va nous poser problème et on va ruminer ça en continu. La pensée, on dit qu'elle se met sur un mode circulaire. Donc dans ce cadre, quand vraiment on est dans ce type de problématique, souvent ce qui est important, c'est d'essayer de travailler sur ce qu'on appelle des pensées alternatives. C'est-à-dire que soit ça vous gêne pas hein, de fredonner la musique toute la journée et c'est très bien, mais si vraiment ça vous pose problème et que c'est récurrent, ben on peut essayer de travailler sur des pensées alternatives, faire autre chose. Si c'est une musique que vous avez dans la tête, ben vous mettez une autre musique, vous mettez autre chose pour occuper votre esprit à autre chose. Parce que ça veut dire que votre esprit est dans une dynamique d'apprentissage où en fait, il y a cette musique qui tourne. Je répète, il n'y a rien de pathologique et de problématique. Mais bon, ça peut embêter un peu dans la journée. Ouais, entendre la danse des canards toute la journée dans sa tête. Voilà, maintenant c'est bon, tu nous l'as mis dans la tête. Merci beaucoup. On va prendre la dernière question, madame, on vous écoute. Merci. Vous avez parlé très rapidement de dyslexie. Ça m'intéresse de savoir, en termes de recherche, ce que vous avez observé et en termes de possibilités d'action, vous préconisez. En 1 minute, Benjamin. Alors oui. Challenge. Donc il y a plusieurs formes de dyslexie. Ce qu'on mentionnait, c'est la dyslexie développementale phonologique. Et en fait, donc pour faire simple, le problème du langage, la parole, quand je parle, c'est que c'est un signal sonore continu, et vous, votre cerveau, il doit le segmenter entre les différentes informations pour voir chacun des mots, l'un après l'autre, et puis même au sein des mots, les différents phonèmes pour reconnaître, séparer les mots. Le phonème, c'est l'unité minimale, truc, crut, voilà, c'est les mêmes phonèmes dans le désordre. Et en fait, la pratique musicale, de jouer d'un instrument, ça force une attention temporelle très précise à la milliseconde. Donc, ça force d'être au bon moment, sur la bonne note, etc. Donc ça nous renforce l'aspect temporel des choses, et donc ça aide à mieux segmenter l'information qu'on écoute, d'être plus précis, et donc ça permet d'améliorer notre compréhension verbale. Voilà. Merci beaucoup. On vous applaudit effectivement. Merci vraiment pour d'être venu toutes ces informations. Neuroplanète. Merci beaucoup. Benjamin, tu ne te sauves pas, parce que tu vas rester. On va retrouver dans quelques minutes. Merci, donc Diana. Benjamin Morillon qui sera rejoint par Fabrice Bartholomei. Gwendoline vous animerait également cette session. On va voir ce qui se passe dans le cerveau. Merci, quand Jérôme. les neurologues deviennent des rockers. Jérôme, ne vous sauvez
pas trop loin non plus, puisque vous avez Tu n'as une pas le séance de droit de te dédicace. Je pense que nous allons voir l'un de votre livre, Les essentiels des DTCC. Donc, et Jérôme Palazzolo va dédicacer son livre dans quelques secondes. On se retrouve donc, nous, dans quelques minutes pour poursuivre sur les super pouvoirs de la musique et ce qui se passe dans le cerveau. Merci beaucoup, à tout de suite.